Et je vais vous parler brièvement, c'est une brève, de l'écorchement. Le mot d'écorchement signifie, évoque en première intention cet archaïsme qui consiste à enlever la peau d'un corps animal mort pour le dépecer, le manger, voire se servir de cette peau, de cette fourrure pour se couvrir. Mais le corps humain peut être également écorché. Le vaincu, le corps écorché de la personne que vous avez tuée, vaincue, ça existe et c'est vécu comme un trophée. C'est le cas d'Athéna avec la gorgone Méduse, avec le géant Pallas. C'est tout à fait différent lorsque l'écorchement se fait à vif sur un corps vivant. C'est le supplice le plus atroce. Et ça répond à une technique très précise, très méticuleuse, qui consiste à arracher par petits coups la peau, comme on le ferait pour dépioter un lapin ou un bœuf. Voilà. Tout doucement, pour générer des douleurs les plus atroces possibles, garder la personne en vue le plus longtemps possible pour qu'il souffre le plus longtemps possible, jusqu'à ce que mort s'en suive finalement par des perditions sanguines insupportables. Les premiers à avoir fait ça, ce sont les Assyriens, qui sont des héritiers des civilisations mésopotamiennes, 800-900 ans avant Jésus-Christ, comme on atteste ces gravures que l'on a retrouvées sur des dalles et sur des vestiges de murs de palais. Alors, pardon, je vais rester un petit peu avec les Assyriens. Les rois assyriens avaient pour habitude d'écorcher vifs les chefs, les notables des tribus rebelles qu'ils avaient vaincus. Et ces peaux, ils les accrochaient au mur de la cité pour montrer aux autres, attention, ici il y a des rois écorcheurs, voilà ce qui peut vous attendre. On peut voir que l'écorchement spectaculaire prend une valeur tout à fait significative pour dire combien on est puissant dans cette rhétorique-là. Donc, on retrouvait sur les murs des palais gravées ces scènes d'écorchement pour montrer que ça pouvait arriver à tout le monde, et c'était laissé à la méditation des visiteurs ou des gens de la cour qui savaient ainsi à quoi s'en tenir. Alors, dans la littérature, dans les récits mythologiques, etc., on trouve beaucoup de scènes comme ça d'écorchement à vif, de sujets vivants. J'en ai gardé deux. L'écorchement de Marsyas par Apollon et l'écorchement de Saint-Barthélemy. Alors, un rappel de cette histoire mythologique de Marsyas. Marsyas, dans la mythologie grecque, est un satyre phrygien. C'était un grand compagnon de Dionysos. Petit clin d'œil. Il était doué d'un talent musical très important. Il charmait tout et tout le monde au son de sa flûte, si bien qu'Apollon en prit ombrage et lança un défi, un duel proposé à Marsyas, duel en musique. Pour le roi Midas, qui était le roi de Phrygie, Marsyas était incontestablement supérieur. C'est lui qui devait gagner. Mais les muses, juges suprêmes, en ont décidé autrement et elles ont donné la victoire à Apollon. Apollon, pour se venger, a décidé de châtier ce satyre qui avait osé relever le défi d'un dieu. Il le fit égorger. Tout ça pour vous dire que Apollon n'est pas dieu de la musique, de l'harmonie, des arts, etc. Mais c'est pas le beau gosse inoffensif que l'on croit. C'est aussi un dieu meurtrier. Ovide, dans le livre 6 des Métamorphoses, relate ce châtiment. Tous ses membres sont dépouillés de la peau qui les couvre. Son corps n'est qu'une plaie, son sang coule de toutes parts. Ses nerfs sont découverts.
On voit le mouvement de ses veines, on voit ses entrailles palpitantes, et l'œil peut compter ses fibres transparentes. Alors, ce supplice inique a été l'objet de traitement par différents artistes. L'histoire de Marsyas a hanté l'histoire de l'art et hante toujours cette histoire depuis des siècles. Depuis, je vais aller trop vite, depuis Joan Lees jusqu'à Connor Walton actuellement, en passant par José de Ribera, Jacob Jordans, Luca Giordano, mais aussi des graveurs de Poi, Romano. Mais la toile qui nous retiendra notre attention le plus longtemps, c'est certainement celle de Titien que je vous présente là, où l'on voit Marsyas en plein centre, suspendu par les pieds de ses jambes de satyre, jambes d'équidé, âne ou cheval. Tableau qui est centré par l'ombilique, qui attire le regard sur cette zone du ventre non encore écorchée. On voit un faune pleureur qui tient un seau pour recueillir le merveilleux sang. On voit les Scythes qui s'attachent à écorcher au plus vite ce corps, alors que Apollon, dans un coin, semblant être un peu ailleurs, s'adonne au jeu de salière. Pourquoi tant de haine? Pourquoi ce meurtre inique, révoltant? La chercheuse, ici présente, Christine Berger, qui est à la fois anthropologue et philosophe des techniques, s'est penchée sur cette énigme et sur sa signification finalement mythologique, la signification du mythe. Alors, c'est sûr que on peut se dire, non, on peut se dire quoi? Tout est là. Est-ce une histoire de jalousie vis-à-vis d'Apollon qui jouait mieux que lui? Non, ça c'est un peu simpliste. Est-ce une volonté de punir cet humain qui a osé aller au-delà de sa condition humaine pour affronter un dieu? Ça c'est tout à fait crédible. Mais pourquoi autant de cruauté? Pourquoi ne pas le tuer simplement? Pourquoi l'écorcher? Alors c'est vrai, dit Christine Berger, que l'écorchement représente la soustraction de ce qui fait que l'on porte les traits communs à tout humain et que l'on porte des traits, je le disais tout à l'heure, spécifiques à son identité. Mais pour elle, l'énigme doit se rechercher vraiment au cœur de la peau. Et pour elle, l'écorchement représente l'effondrement d'un rôle essentiel de la peau pour les Grecs au moment de l'agonie, celui d'être le véhicule qui permet de franchir la frontière entre la vie et la mort. Et ceci est d'ailleurs repris par l'historienne André Barguet, spécialiste des traductions des textes d'Hérodote, qui dit mutiler ainsi le mort, c'est lui enlever toute force, toute possibilité de passage dans l'autre monde. Et elle qualifie cet écorchement et le refus de sépulture comme étant les choses les plus barbares que l'on peut infliger à un corps dans la civilisation grecque. Et pour Christine Berger, la signification de ce mythe, c'est de dire, à travers ce Dieu transgressif et sanguinaire, pointer le risque pour la démocratie grecque de laisser régner un despote capable des actes politiques les plus ignobles jusqu'à la barbarie. Un second, l'écorchement de Saint-Barthélemy. Son histoire. Saint-Barthélemy, aussi appelé Nathanaël, et je fais un clin d'œil à quelqu'un devant moi, est un des 12 disciples de Jésus dans la tradition chrétienne. On le fête, vous le savez, le 24 août, le jour de la Saint-Barthélemy, mais ça c'est une autre histoire. Saint-Barthélemy est parti en Asie mineure, évangéliser l'Asie, et à Bakou, actuellement Azerbaïdjan, il a guéri la fille du roi Ptolémée qui allait mourir. Et en reconnaissance, le roi et la cour s'est converti. Le frère du roi, en revanche, poussé par les prêtres païens, a décidé de capturer Barthélemy et de l'exposer au martyr, qui est devenu le martyr le plus connu de l'histoire de la chrétienté.
Et la légende dorée raconte ça. Et on trouve dans les textes hagiographiques de l'Antiquité, du Moyen-Âge, les descriptions. On sait que Saint Barthélemy a été d'abord crucifié de la tête en bas, déjà pas mal, ensuite écorché, et comme la mort ne venait pas assez vite, il a été décapité. Alors là aussi, on peut voir dans l'écorchement la volonté de montrer qu'on est puissant, que l'on peut se venger, que l'on sait comment faire. On comprend que l'écorchement représente, comme tout à l'heure, l'effacement des traits de la communauté humaine et des traits spécifiques d'identité. C'est vraiment dépersonnaliser l'individu. Mais là aussi, on peut chercher une explication plus profonde, plus spécifique. Et si on regarde à travers le prisme de la martyrologie, on peut penser que cela montre que Saint Barthélemy a accepté de renoncer à sa peau et à sa vie passée pour se retourner à travers sa foi vers la croyance d'une vie future. D'ailleurs, Michel-Ange, vous l'avez vu qu'il a représenté à la chapelle Sixtine, et qui était poète à ses heures, a écrit un poème sur l'espoir d'une vie de l'au-delà, et il prend comme exemple métaphorique l'image du serpent qui accepte de perdre sa peau pour vivre dans l'espoir d'une vie future. Et là aussi, ça a inspiré un tas de peintres. De Ribera, à nouveau, Tiepolo. Donc ça, c'est Saint Barthélemy. D'autres gravures, une sculpture au milieu dans la cathédrale de Milan, et à droite là-bas également. Et ici, cette sculpture de la basilique Saint-Jean de Latran, où l'on voit Saint Barthélemy qui porte sa peau, et dans la main gauche, le couteau. On n'a pas représenté la scène d'écorchement, on en a représenté les symboles sous forme de synecdoque. Voilà le couteau et la peau. Mais certainement que l'œuvre la plus connue, c'est celle que je vous présente ici. Donc, chapelle Sixtine, Michel-Ange, et on voit Saint Barthélemy qui tient sa peau, qui est devenue son attribut, et vous remarquerez le visage. Eh bien, le visage, c'est l'autoportrait de Michel-Ange. Autre curiosité, amusant de voir cette similarité dans cette planche anatomique de gauche qui a été tirée du livre de Vézal. Autre curiosité, regardez ce tableau, la leçon d'anatomie du docteur Tulpe de Rembrandt, 1632. Regardez celui-là, Gérard David, le jugement de Cambyse, le supplice en 1498. Si vous regardez les deux tableaux, ils sont quasiment identiques. À cela près que, à gauche, c'est une dissection anatomique sur un corps mort, et à droite, c'est un écorchement sur une personne vivante, pour le châtier et le faire souffrir atrocement le plus longtemps possible. Alors, petite question à la salle, de qui Saint Barthélemy est-il le patron? Bien de tous ces gens qui ont affaire avec la peau. Les bouchers, les tanneurs, les gontiers, les cordonniers, les relieurs. Mais il n'est pas seul à les protéger, il partage cette protection avec Saint Crépin et Saint Crépinien. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous montrer des richesses des différents musées de Montpellier. Vous avez ici cette gravure de Jacques-Fabien Gauthier d'Agoty, qui est superbe. À la Bibliothèque universitaire historique de médecine de Montpellier, si vous avez le temps, allez-y, il y a des choses absolument incroyables à y voir. Le grand écorché de Jean-Antoine Houdon au musée Fabre de Montpellier, et dans le conservatoire d'anatomie de Montpellier, ce merveilleux écorché dit le bêcheur. Il y a également, la Bibliothèque universitaire historique de Montpellier, ces gravures-là où on voit donc des planches, qu'on pourrait dire d'écorchement. Et je vous remercie de votre attention.